Bonjour. Nous allons donc voir trois vidéos au total sur le flotteur commun. Vous avez compris que l'idée, c'est de comprendre la physiopathologie du flotteur commun, savoir comment on diagnostique un flotteur commun en électrophysiologie et comment on le traite, c'est-à-dire comment on réalise l'ablation de l'isthme cavo-tricuspide. La première vidéo va donc parler essentiellement de physiopathologie. On va faire un rappel sur l'électrocardiogramme de surface. Elle peut intéresser potentiellement tous les cardiologues en formation. Et la deuxième vidéo va plutôt parler de l'aspect diagnostic endocavitaire, donc plutôt pour les futurs électrophysiologistes. Et la troisième partie, aussi dédiée plutôt aux futurs électrophysiologistes, ce sera comment on réalise une ligne de l'isthme cavo-tricuspide par ablation et comment on confirme qu'on a bien réussi à faire notre ligne. La première partie va donc parler de physiopathologie, d'électrocardiogramme de surface du flotteur commun. La première des choses que je voulais avec lesquelles la notion que je voulais aborder avec vous pour commencer, c'est le fait que le flotteur commun fait partie de ce qu'on appelle les macro-réentrées. Et c'est un concept qu'il faut bien comprendre en électrophysiologie parce que de nombreuses arythmies sont des macro-réentrées et que le flotteur commun est un très bon modèle pour comprendre comment fonctionnent les macro-réentrées, comment on les traite, comment on les diagnostique. Donc là, ces vidéos vont concerner le flotteur commun, mais elles vous seront utiles pour la suite pour comprendre d'autres types d'arythmies macro-réentrantes. Et du coup, ce concept-là sera réutilisé plus tard et on passera plus vite sur le concept de macro-réentrée puisqu'on l'aura déjà vu sur cette vidéo. Donc voilà le concept de macro-réentrée. Si on imagine un plan qui serait du tissu myocardique, d'accord, on a sur ce plan des cellules qui sont très nombreuses, qui sont actuellement dépolarisables, d'accord, qui peuvent être dépolarisées sous forme de front de dépolarisation, ce qu'on va voir. Et une fois qu'elles ont été dépolarisées, pendant une certaine période, elles sont dépolarisées non dépolarisables, d'accord, c'est-à-dire qu'elles sont en période réfractaire en train de faire marcher leur petite machinerie ionique intra- et transmembranaire, intracellulaire et transmembranaire. Donc, on a par exemple un front de dépolarisation qui va de la gauche à la droite sur ce plan. D'accord. Ce front forme une ligne entre les cellules qui viennent d'être dépolarisées, les cellules qui ne sont pas encore dépolarisées. D'accord. Cette ligne va traverser le plan avec une certaine vitesse, c'est la vitesse de dépolarisation, la vitesse du front d'activation, et derrière, on laisse des cellules en période réfractaire pendant un certain temps. D'accord. Donc cette vague, ce front de dépolarisation va avancer et on va se retrouver à l'arrière avec des cellules qui sont à nouveau dépolarisables parce qu'elles sont sorties de leur période réfractaire. Voilà un concept très simple, d'accord. Et on va se retrouver à la fin avec à nouveau notre plan de cellules dépolarisables. D'accord. Donc cette notion de front d'activation, vous la connaissez très bien, mais il faut bien la comprendre, elle est indispensable à comprendre pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les macro-réentrées. Ça, c'est un exemple. On aura l'occasion de revoir cette figure à de nombreuses reprises sur de nombreuses vidéos parce qu'elle est très importante et qu'elle nous donne beaucoup d'informations. Là, l'idée, c'est juste de comprendre qu'il s'agit d'une carte d'activation en rythme sinusal des deux oreillettes humaines. D'accord. On voit la localisation du nœud sinusal, le rouge étant les cellules qui s'activent les plus précocement, puis le orange, puis le jaune, puis le vert, puis le bleu, puis le violet. D'accord. Et on fait jouer l'activation dans le temps et on constate la présence d'un front de dépolarisation, comme on vient de le voir sur un exemple planaire. Là, on voit en 3 dimensions le front d'activation, d'accord, et on voit que ce front d'activation avance depuis le nœud sinusal jusqu'à la partie latérale de l'oreillette gauche, d'accord, et on voit qu'il y a des connexions entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Donc, on va dans d'autres vidéos. Là, l'idée, c'est simplement de montrer qu'on peut, avec des cartes, montrer la localisation du front de dépolarisation et le faire jouer dans le temps. D'accord. Et donc là, on voit que sur un rythme sinusal, eh bien, on a effectivement le nœud sinusal qui s'active en premier, puis la partie antérieure de l'oreillette droite, pendant qu'en même temps la partie postérieure de l'oreillette droite s'active. Puis on passe à la partie antérieure de l'oreillette gauche, alors qu'en même temps, la partie inférieure de l'oreillette gauche, notamment du sinus coronaire, s'active, d'accord, etc., etc.
Voilà, l'idée, c'est juste de comprendre qu'en rythme sinusal, on a un front de dépolarisation homogène, régulier, qui part du nœud sinusal et qui traverse les deux oreillettes jusque à la fin, la zone de collision, qui est la partie latérale de l'oreillette gauche. Maintenant, si dans notre réflexion, on intègre un obstacle anatomique qui ne conduit pas l'électricité, d'accord, qui est donc isolé électriquement, lorsqu'on va avoir un front de dépolarisation qui passe de la gauche vers la droite, ce front va contourner l'obstacle, d'accord, mais le front de dépolarisation va rester homogène, d'accord, et va rester linéaire, et il ne va pas y avoir de macro-réentrée qui va se mettre en place, d'accord. Si on regarde sur la carte, on voit qu'il y a des obstacles. On voit par exemple l'anneau tricuspide ici, d'accord, et on voit que le front de dépolarisation fait le tour de l'anneau tricuspide tranquillement. De même pour l'anneau mitral, de même pour la veine cave inférieure qui est ici, pour les veines pulmonaires, etc., etc. L'influx électrique fait tout simplement le tour, contourne les obstacles, mais il n'y a pas de réentrée, il n'y a pas de front de dépolarisation qui se met à tourner autour d'un des obstacles. Maintenant, si dans notre concept, on rajoute un bloc fonctionnel transitoire, on verra, on aura l'occasion de discuter un petit peu de ces notions-là. Mais imaginons qu'il y a une zone qui ne conduit pas l'électricité pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, elle va se remettre à conduire l'électricité. Si notre front de dépolarisation arrive sur cet obstacle-là, il va contourner l'obstacle par le bas. Il ne va pas pouvoir le contourner par le haut, puisqu'on est bloqué à cet endroit-là. L'influx va continuer de tourner. Et si le bloc fonctionnel se lève au bout d'un moment, les cellules qui étaient au niveau du bloc vont pouvoir se dépolariser et on va avoir donc une dépolarisation de notre région ici. Pourquoi là, on ne va pas lancer de macro-réentrée? Parce qu'au moment où les cellules du bloc qui étaient derrière le bloc se dépolarisent, eh bien, on est toujours en période réfractaire de l'autre côté, puisque le front était en train d'avancer pendant qu'on était en train d'avancer ici. D'accord, le front de repolarisation était en train d'avancer. Et on se retrouve ici avec les dernières cellules dépolarisées qui se retrouvent dans un cul-de-sac, puisque les autres cellules ne sont pas encore sorties de leur période réfractaire. D'accord? Donc ici, le temps pour faire le tour de l'obstacle était inférieur au temps de période réfractaire des cellules qui étaient ici. Et donc, eh bien, on a eu un tour unique, mais on n'a pas pu lancer de macro-réentrée. Il faut pour cela rajouter encore une quatrième chose dans notre modèle. Il faut qu'en plus du bloc fonctionnel et de l'obstacle, on rajoute une zone dite de conduction lente. C'est-à-dire qu'une fois que notre bloc fonctionnel s'est levé, en plus, les cellules conduisent lentement. Ça peut être deux zones différentes. Il peut y avoir une zone de bloc quelque part et une zone de conduction lente ailleurs. Mais il faut qu'il y ait ces deux éléments-là, d'accord, dans notre modèle. Et si là, on a une zone de conduction lente, eh bien l'électricité, le front de dépolarisation va avancer lentement. Donc, comme il y a une zone de conduction lente, l'influx va avoir le temps d'avancer lentement dans la zone, pendant qu'ici, les cellules sont en train de sortir de leur période réfractaire. Et donc, ces cellules-là, le front de dépolarisation qui est en train d'avancer, va pouvoir se transmettre ici aux cellules du tissu qui était à gauche et qui s'étaient déjà dépolarisées et qui vont pouvoir se dépolariser à nouveau car elles sont sorties de leur période réfractaire. Et là, notre front va pouvoir commencer à avancer, à tourner autour de l'obstacle, pendant que de l'autre côté, les cellules sont en train de sortir de la période réfractaire et on va pouvoir se mettre à tourner autour de l'obstacle. D'accord? Donc, les éléments qui étaient nécessaires, il fallait un obstacle, un bloc de conduction transitoire qui empêchait l'influx de passer dans un sens, qui obligeait de contourner l'obstacle dans l'autre sens, et une zone de conduction lente qui laissait le temps à l'influx électrique de passer pendant que les cellules qui étaient déjà dépolarisées au tour précédent étaient en train de sortir de la période réfractaire. D'accord? Donc les éléments nécessaires pour une macro-réentrée, c'est un obstacle autour duquel l'influx électrique va pouvoir tourner, et il faut un temps pour faire un tour qui soit supérieur au temps de repolarisation des cellules. Donc plus on va avoir un obstacle de grande taille, plus la distance à parcourir va être grande et plus on va avoir de facilité à faire une macro-réentrée. Plus on va avoir des zones de conduction lentes, plus il va être simple de faire des macro-réentrées puisqu'on va avoir des temps
de déplacement du front de dépolarisation qui vont être longs, et plus nos périodes réfractaires cellulaires sont courtes, plus on va avoir de capacité à faire de la réentrée, puisque il sera plus facile d'avoir un tour plus long que les périodes réfractaires. Si vous avez compris ça, vous avez compris déjà des éléments très importants pour comprendre de très nombreuses arythmies en électrophysiologie, d'accord, en rythmologie. Et le flotteur commun pour cela est un très très bon modèle. Alors, sur le plan anatomique, quelles sont les régions qui sont responsables de ces obstacles, quelles sont les régions qui correspondent à ces obstacles, quelles sont les régions qui correspondent aux zones de conduction lente et aux éventuels blocs fonctionnels? Eh bien, nous avons l'obstacle principal qui est l'anneau tricuspide en avant de l'oreillette droite, d'accord? Et un autre obstacle très important qui est situé à l'arrière de l'oreillette droite, d'accord? On verra qu'il s'agit donc, la plupart du temps, on parlera de crista terminalis, et en fait, on se rendra compte que sur le plan électrophysiologique, l'obstacle est un tout petit peu décalé par rapport à la crista terminalis et se situe plutôt au niveau du sinus venarum qui est un petit peu plus postérieur et un petit peu plus septal par rapport à la crista terminalis, d'accord? Et il y a un autre obstacle qui est très important, c'est la veine cave inférieure qui est située dessous. Et donc, dans le flotteur commun, on va se retrouver avec une arythmie qui tourne au niveau de l'oreillette, avec en avant l'obstacle qui est l'anneau tricuspide et en dessous l'obstacle qui est la veine cave inférieure et en arrière l'obstacle qui est le sinus venarum. Alors ça, c'est important à comprendre. Effectivement, si on regarde une anatomie humaine, voilà deux cartes de deux patients humains différents en rythme sinusal. Et on va voir qu'on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous la même probabilité de faire du flotteur commun dans notre vie. Chez 80% des patients, on va avoir, lorsqu'on regarde l'oreillette droite, ça c'est une carte électrophysiologique d'activation de l'oreillette droite, on voit, comme la dernière fois, comme la carte précédente que l'on a vue, la présence du nœud sinusal, qui est donc en haut à droite et postérieur au niveau de l'oreillette droite. Et on voit que l'influx va se propager à la fois en dessous sur la paroi postérieure de l'oreillette droite et à la fois en avant, d'accord, sur la paroi antérieure de l'oreillette droite. Et cet influx va se balader, va dépolariser le sinus coronaire et l'oreillette gauche que l'on n'a pas représentée ici. D'accord? On dit que dans ce cas-là, la paroi postérieure de l'oreillette droite est perméable. Et on voit que chez environ 20% des patients, on a un bloc de l'influx, d'accord? C'est-à-dire que lorsque le nœud sinusal, qui est donc plus latéral à cette ligne imaginaire, se dépolarise, l'influx ne fait pas le tour par la paroi postérieure, il est obligé de contourner le sinus venarum et donc à côté la crista terminalis par la paroi antérieure. D'accord? Alors, en pratique, lorsqu'on regarde une coupe anatomique et qu'on fait une modélisation un petit peu ici, on voit donc la veine cave inférieure qui est là, la paroi latérale qui a été disséquée, on voit un petit bout de l'anneau tricuspide ici, la veine cave supérieure ici, et là on voit ce renflement qui est la crista terminalis, d'accord? Et la crista terminalis, elle correspond à la zone de fusion entre l'oreillette droite et un reliquat embryonnaire qui est le sinus venosus, qui va devenir ce qu'on appelle le sinus venarum une fois qu'on passe à l'âge, qu'on a passé l'âge embryonnaire et donc que l'anatomie cardiaque devient définitive. Pendant la création du cœur à l'état embryonnaire, on a les quatre cavités, les quatre futures cavités, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche, mais aussi une autre cavité ici qu'on appelle justement le sinus venosus, d'accord, et qui va s'incorporer chez l'homme et chez la plupart des mammifères, s'incorporer à l'oreillette droite. Et donc, on se retrouvera avec cette zone qui est donc un petit peu plus septale à la crista terminalis, qui devient le sinus venarum, et donc qui fait partie de la paroi postérieure de l'oreillette droite. Et donc, c'est sur cette zone-là que l'on a en général le bloc fonctionnel ou le bloc permanent qui va apparaître. Et donc, on se rend compte que lorsque on a un bloc sur la paroi postérieure de l'oreillette droite, eh bien, on va faciliter la création de macro-réentrées. On va le voir juste après. D'accord? Parce que si derrière ici, on est bloqué, lorsque on va avoir à la faveur d'une extrasystole, à la faveur
d'un petit burst de fibrillation auriculaire ou quelque chose comme ça. On va désorganiser l'influx électrique qui faisait tranquillement le tour de l'anneau tricuspide par en haut et par en bas. D'accord? On peut avoir un bloc soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. On va commencer à tourner ici. On va bloquer au niveau de la paroi postérieure qui est donc naturellement isolante, comme on l'a vu donc chez les 20% de la population qui ont une paroi postérieure bloquée. D'accord? Et on va se mettre à tourner, d'accord, autour de l'anneau tricuspide, puisque là, pour le coup, il n'y a pas d'obstacle au passage de l'influx sur la paroi antérieure de l'oreillette droite. Et si on regarde l'oreillette droite par-dessous, on voit qu'effectivement, l'influx va tourner autour de l'anneau tricuspide et va passer entre la veine cave inférieure ici et l'anneau tricuspide qui est là par ce qu'on appelle l'isthme cavo-tricuspide. D'accord? Et donc, on va tourner comme ça autour de l'oreillette droite. Là, évidemment, notre carte d'activation est passée dans le temps au ralenti, alors qu'en pratique, ça se passe plutôt comme ça dans la vraie vie, c'est-à-dire que on dit qu'il y a 200 millisecondes pour faire, en moyenne pour faire le tour de l'anneau tricuspide, donc ça va très vite. D'accord? Un simple petit rappel historique, mais les premières cartes d'activation qui ont permis de bien comprendre comment se passait la dépolarisation dans l'oreillette droite pendant un flotteur commun. Bien sûr, grâce aux manœuvres électrophysiologiques, on avait déjà une très bonne idée, mais ces cartes-là ont donné des précisions. On voit que les premières cartes datent de 97, d'accord, et qu'à l'époque, eh bien, on avait beaucoup, beaucoup moins de précision anatomique, d'accord, puisqu'on avait 91 points, alors que maintenant, on a des cartes à plus de 3, 4, 5 000 points, d'accord. Et donc, on avait déjà une petite idée de ce qui se passait, mais on voit quand même qu'on a gagné énormément. Et on aura l'occasion dans d'autres vidéos de reparler longuement de ces cartes d'activation en 3 dimensions pour d'autres arythmies. Donc maintenant que vous avez compris que le flotteur commun est une macro-réentrée, que vous avez compris globalement comment fonctionne ce type d'arythmie, c'est-à-dire qu'il nous faut un obstacle, il nous faut un bloc fonctionnel transitoire, il nous faut une zone de conduction lente pour lancer l'arythmie, et une fois que l'arythmie est lancée, eh bien, il faut que un tour du circuit soit plus long que le temps de période réfractaire des cellules qui composent ce circuit. D'accord? Et on a compris que dans le flotteur commun, l'obstacle principal, c'est l'anneau tricuspide, on tourne autour, mais il y a des obstacles secondaires qui rallongent la taille du circuit, car sinon on pourrait faire éventuellement seulement le tour de la veine cave inférieure. Mais comme on a la paroi postérieure de l'oreillette qui est bloquée, on est obligé de contourner par la paroi antérieure. Le chemin est donc long à parcourir. Et donc, on se retrouve avec un tour de flotteur qui est plus long que le temps de période réfractaire des cellules. Voilà donc 2 ECG de flotteurs communs, c'est-à-dire de flotteurs qui tournent autour de l'anneau tricuspide. On a ici, les deux ECG sont chez le même patient, donc c'est intéressant, ça permet de comparer. On a ici un flotteur commun anti-horaire, la forme la plus fréquente, d'accord? Donc on dit, vous connaissez très bien l'aspect ECG de ces flotteurs, qu'on a un aspect dit en dents de scie ou en toit d'usine dans les dérivations inférieures. On a un premier plateau lentement descendant, puis une deuxième descente plus raide, puis une remontée, d'accord, donc avec une sorte d'encoche. Et donc 3 phases dans les dérivations inférieures, une descente lente, une descente rapide, une remontée rapide. On a une positivité dans les précordiales droites et surtout en V1 qui vont se négativer en V5, V6 avec une négativité en V6 au moment où on a la négativité en D2, D3. C'est important de comparer la positivité du V1 en même temps que la négativité dans les dérivations inférieures. Dans le flotteur commun horaire, on tourne dans l'autre sens et donc logiquement, on a un aspect quasiment identique mais inversé de l'électrocardiogramme, bien que ce ne soit pas tout à fait le cas, puisqu'il y a des connexions entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite qui sont un petit peu asymétriques. On a des connexions préférentielles en haut qui sont le faisceau de Bachmann. Et donc, lorsqu'on active l'oreillette de bas en haut ou de haut en bas, ça ne donne pas tout à fait les mêmes connexions droite-gauche, donc ça ne donne pas exactement le même ECG à l'envers. D'accord? Donc, on a souvent plutôt un aspect de vague un peu plus régulière. La partie ici qui est d'habitude avec 2 encoches, une déploration lente, une descente lente et une descente rapide. Ici, c'est plutôt en général une forme un petit peu d'arc de cercle. D'accord? Mais on a globalement l'inverse, c'est-à-dire une courte période avec une positivité dans les dérivations inférieures, là où on avait une courte période avec une négativité ici. Et à l'inverse, à ce moment-là, au moment où on est positif dans les dérivations
inférieur, on est négatif en V1 et on se positive globalement, progressivement, jusque dans les précordiales gauche. Donc on se retrouve quand même avec à peu près l'ECG inverse. Un ECG comme ça, il est en général facile de dire qu'il s'agit d'un flotteur commun anti-horaire. Un ECG comme ça, il est en général plus difficile d'affirmer qu'il s'agit d'un flotteur commun horaire parce qu'on verra que parfois on a certaines tachycardies ou des flotteurs dits atypiques, des tachycardies par exemple de l'oreillette gauche, qui peuvent donner des aspects relativement similaires. D'accord ? Et il faut également garder en tête absolument que lorsqu'un patient a déjà bénéficié d'une ablation ou qu'un patient a une cardiopathie congénitale, par exemple, avec donc des sutures au niveau des oreillettes, etc., que les ECG deviennent beaucoup moins interprétables et qu'il devient beaucoup plus difficile de pouvoir affirmer qu'un flotteur est isthme dépendant ou pas sur l'électrocardiogramme de surface. D'accord ? Donc retenez ces deux grands aspects ECG, mais retenez également que, sur les flotteurs communs horaires, on peut assez souvent se faire avoir en pensant qu'il s'agit d'un flotteur isthme dépendant, alors qu'en fait, il s'agit d'un flotteur gauche, d'autant plus que le patient a éventuellement déjà bénéficié d'une procédure d'ablation avec création de lignes dans les oreillettes. Voilà donc pour cette première vidéo. Les points clés, vous les avez compris, c'est de comprendre le fonctionnement d'une macro-réentrée, de comprendre globalement l'anatomie de l'oreillette droite et pourquoi on fait plus facilement un flotteur commun au niveau de l'oreillette droite, et de retenir ces deux aspects ECG. Je vous remercie.